Rouge va entraîner le Ragnarok et causer la mort d'Ener après le retour de celui-ci, et ce dans les prochains chapitres. Bon, c'est extrêmement bizarre, mais je suis très sérieux. Salut les refs, c'est les yeux de Gaimon et on se retrouve pour la série des théories du temps. On a déjà théorisé sur le retour d'Ener dans la partie 1, et maintenant il s'agit d'une grande théorie sur l'énorme rôle Rouge va posséder durant le Ragnarok. Allez, c'est parti. Mais avant les refs, voici un rapide placement de produit pour CyberGhost VPN qui nous accorde le privilège, que dis-je, l'honneur, de connaître à l'avance les ultimes secrets pour vaincre un à un les 9 Mugiwara de l'équipage de Monkey D. Luffy. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous expliquer. CyberGhost VPN est, comme son nom l'indique, un véritable réseau privé virtuel. Une application de cybersécurité disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, iOS, Android ou autre, qui va une fois installée crypter toutes vos données personnelles dans un canal virtuel privé 100% sécurisé, évitant ainsi à vie tout type d'arnaque sur le net. Que ce soit du phishing à la Jinbei, du hacking à la Frankie, ou même du simple piratage à la Nami, toutes vos données y seront masquées. Un langage que même Nico Robin ne parviendra pas à déchiffrer. CyberGhost VPN vous permet également non seulement de cacher votre adresse IP, mais également de la modifier virtuellement. Un choix qui n'appartient qu'à vous, d'habiter dans plus de 40 pays différents à la fois. Assez pour se faire perdre Roronoa, permettant de délocaliser ses comptes et d'obtenir un accès infini à tous les catalogues d'e-sport, de jeux vidéo, de livres, de films, de séries, ou tout type de contenu dans le monde entier. Un accès au contenu illimité, offrant enfin la possibilité de devancer Sanji dans ses connaissances en cuisine, ou même Chopper dans sa trouvaille de son fameux médicament. Alors comme Usopp, plus besoin de mentir. CyberGhost VPN permet l'accès à la protection de plus de 7 appareils en simultané, avec un unique abonnement seulement. Alors si vous aussi les refs, vous souhaitez devenir un véritable fantôme virtuel du net, rendant jaloux bro, cliquez sur le lien en description. Vous aurez une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés sur le site, avec 83% de réduction sur tout l'abonnement, soit l'équivalent de seulement 2,03€ par mois. Bref, encore une fois, merci à CyberGhost VPN. Je mets toutes les infos dans la barre d'en dessous, et on est parti pour la vraie théorie sur Rouge le moine déchu et de son retour terrifiant, cause de l'événement mythologique le plus apocalyptique du monde de One Piece. Où est le moine fou? Cela fait bientôt 10 ans que personne n'a entendu parler du Rouge, le big go muscu des supernovas. Et perso, j'ai toujours été sûr à 100% que Rouge allait être d'une importance capitale pour la suite de l'œuvre. Voilà, on le sait, mais personne ne veut l'assumer, le moine dépravé possède de nombreux liens avec les races de la Lune, ou alors directement avec l'histoire du siècle oublié, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et après plusieurs recherches, Rouge pourrait potentiellement se trouver actuellement sur l'île d'Elbaf à attendre l'arrivée des Mugiwara. Je commencerai donc d'abord par ce point, avant d'entamer ma théorie sur le Ragnarok. En effet, comme vous le savez, dans le monde de One Piece, il existe des îles dans le ciel, des fantastiques îles célestes. Et pour s'y rendre, Luffy et les autres furent contraints d'utiliser un knock upstream, donc un tourbillon extrêmement dévastateur qui a failli du coup tous leur coûter la vie. Mais pourtant, après une relecture minutieuse de tout l'Arc-KPA, et j'en ai eu des cernes des refs, j'ai enfin trouvé quelque chose qui conviendrait parfaitement au retour du Rouge. En effet, au chapitre 238, Ganfor semble nous expliquer qu'il existe d'autres moyens pour parvenir aux îles célestes. Et plus important encore, il nous parle de deux choses. D'abord d'une montagne, voilà, le mont High West, et ensuite de traverser une ou deux îles célestes pour arriver jusqu'ici. On peut donc facilement en déduire qu'il existe des sortes de ponts invisibles qui permettraient d'accéder aux îles célestes. On aurait donc ainsi enfin l'explication de la scène extrêmement étrange d'Apu lorsque celui-ci arrive dans le Nouveau Monde. Pour rappel, au chapitre 595, Apu et son équipage sont montrés en train de sauter dans le vide pour échapper à des sangliers sauvages. Et souvenez-vous, en plus de niquer totalement sa street cred, cette situation plus que périlleuse ne leur causa aucun mal, puisqu'ils continueront leur course comme si de rien n'était, sur un sol imaginaire menant vers les nuages. Apu aurait donc à ce moment-là emprunté sans le faire exprès l'une de ces routes invisibles, des ponts célestes qui auraient d'ailleurs été teasés par l'auteur il y a plus de 20 ans, et ce dès le chapitre 241, où il représente bizarrement un pont en haut d'une montagne se dirigeant mystérieusement vers les nuages. Et comme si ce n'était pas tout, ces ponts permettraient également, selon Ganfor, de connecter les îles célestes entre elles, le fameux traverser quelques îles avant d'arriver ici, expliquant enfin au passage comment Ener a fait il y a 8 ans pour passer de Bilka directement sur Skypiea sans aucunement passer par la terre ferme. Et ces sortes de ponts magiques, il y a de grandes chances que Rouge, après avoir été guéri de ses blessures sur l'île céleste de Sorajima, les ait empruntés pour continuer sa route de Bohème. En effet, au chapitre 238, Ganfor nous explique rapidement que ces autres moyens pour arriver jusqu'aux îles célestes se situent au niveau de la mer d'Opale à environ 10 000 mètres d'altitude. Et devinez quoi, au chapitre 795, on apprend que l'île céleste concernée
armée, où se trouve U-Rouge, se situe également à 10 000 mètres d'altitude. Donc c'est parfait. Au passage, rien à voir, mais cette île désaffectée là, ballon terminal, paraissant détruite et ravagée, il est fort probable que ça soit celle mentionnée par Bellamy au chapitre 706 lorsqu'il dit être allé sur une île céleste proche de Dressrosa et l'ayant pillée de fond en comble. Et la concordance de chapitres où il en parle et où elle apparaît, ça m'a titillé un peu quoi. Donc voilà, j'ai remarqué ça durant mes recherches et je trouvais ça pertinent de le rappeler au cas où des gens penseraient à théoriser sur l'or que Bellamy y a trouvé là-bas. Bref, et là, vu que vous avez même posé des questions, voilà, puisque je suis un petit peu votre professeur, voilà, votre mentor, vous allez me dire, mais Gaimon, ok, U-Rouge a pris une route invisible, mais en quoi ça connecte U-Rouge à Elbaf? Et bien justement, souvenez-vous de la première chose qu'a dit Ganfor. Au chapitre 238, il parle d'un troisième moyen d'accéder aux îles célestes, le mont High West. Et dans la mythologie nordique, celle qui a littéralement inspiré Elbaf, que ce soit pour les géants, pour Loki, pour Jarle, Jord, les armes, les navires, les architectures vikings, bref, il existe une énorme montagne appelée Asgard située sur l'Yggdrasil. Un gigantesque arbre-monde dont la taille et la nature du tronc fait beaucoup penser à justement ce tronc gigantesque présent sur Elbaf. Asgard, ça doit vous parler, c'est l'énorme montagne d'Antor, touchant les cieux. Un gigantesque mont où dont les légendes sont bizarrement connectées des routes invisibles reliant le ciel et la terre. Dans la mythologie nordique, ces routes sont d'ailleurs appelées Bifrost ou Asablu en scandinave, signifiant littéralement pont céleste. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Et tenez-vous bien, puisque le gardien de ces fameuses routes invisibles s'appelle Heimdall, une sorte de monstre loyal qui a pour rôle de faire des rondes autour du royaume afin de contrôler les départs et arrivées depuis les passages du Bifrost. Et si ce que je dis depuis tout à l'heure se révèle être vrai, il est fortement probable qu'Heimdall soit le fameux monstre de la légende dont parlait Apu au chapitre 795. Le fameux monstre qui rôderait près de l'île céleste au-dessus de le gardien des ponts célestes. Et je m'éloigne un petit peu encore, mais c'est même peut-être à cause de lui que Bellamy dit que sur l'ancienne île céleste où il a dû se rendre, il y avait perdu tout son équipage. Le mont High West se situerait ainsi très sûrement sur Elbaf et serait le point central de toutes les routes magiques vers les îles célestes, se situant à peu près à 10 000 mètres d'altitude comme le dit Ganfor. Et retenez-vous bien de crier de surprise, mais cette route céleste pourrait faire partie de l'explication du voyage express de Shanks entre Wano et Marineford. En effet, au chapitre 533, on apprend que Shanks se trouvait à Wano la veille de l'exécution de Ace. Alors quand le frérot débarque à Marineford par surprise pour arrêter la guerre le lendemain même, alors qu'on sait très bien que c'est impossible, tout le monde sait qu'à cause des aléas météorologiques en mer, la dangerosité du nouveau monde et même la distance, on parle de la moitié de la planète parcourue en un jour en bateau, c'était juste impossible. Et à l'époque, logique, tout le monde a commencé à vriller. Est-ce que Shanks peut voler? Est-ce qu'il a un jumeau? Est-ce qu'il a le fruit de la téléportation? Est-ce qu'il est capable de mettre en pause sur la vidéo et de s'abonner si jamais il veut voir d'autres théories de ce genre? Oui. Même les soldats le remarquent lors de son arrivée. Ce trajet est juste impossible. Bref, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une histoire de téléportation, mais que Shanks a tout simplement utilisé ses allées célestes extrêmement liées à Elbaf, l'île d'ailleurs très proche de Wano, avec laquelle il partage de nombreuses affinités, qui est d'ailleurs sous son contrôle. D'ailleurs, toujours par rapport au pont magique et au mont High West, si on observe bien au chapitre 866, les seules images qu'on possède actuellement d'Elbaf, on observe les haricots magiques dont je parlais dans la vidéo des mers, mais aussi une énorme montagne avec autour de mystérieux faisceaux invisibles qui sont directement reliés à la montagne. Je vous mets l'image en couleur où on voit ça un petit peu mieux. On voit également ces routes célestes au chapitre 1077, au moment où Kid la merde s'apprête à aller combattre Shanks sur Elbaf. Bref, pour moi, c'est totalement plié. Grâce à son île se situant exactement à 10 000 mètres d'altitude, U-Rouge aurait donc très certainement pu emprunter l'une de ses routes magiques et rejoindre ainsi Asgard sur Elbaf, la terre de Shanks, le seul empereur pré-ellipse qui n'a pas encore eu d'interaction avec U-Rouge. En vrai, c'est pas beau ça? En effet, comme le disait Law à Luffy sur Punk Hazard, pour survivre dans le nouveau monde, soit on confronte un empereur, soit on se soumet à lui. Et la bonne leçon que s'est ramassée U-Rouge après sa défaite contre Cracker, additionnée à sa sagesse naturelle, me laisse penser qu'il s'est allié à Shanks une fois arrivé sur l'île des géants. Et ça ferait parfaitement sens, parce que scénaristiquement, on apprend au chapitre 1090 qu'Elbaf est le prochain arc de One Piece. Donc ça permettrait enfin à Oda de développer son dernier supernova durant l'arc des géants, avant la guerre finale qui attend nos protagonistes. Sans compter
raconter que si le moine dépravé est en quête de réponse sur l'histoire de son peuple, en rapport avec le siècle manquant et tout le gros blablabla qui l'entoure, bah c'est l'île parfaite puisqu'on apprend au chapitre 1066 que toutes les connaissances sur le siècle oublié se situent maintenant à Elbaf. Bref, après tous ces nombreux faits, Yeux Rouge risque très fortement de se retrouver sur Elbaf lors de l'arrivée des Mugiwara dans quelques mois. Et je pense que le moine dépravé pourra jouer un rôle clé et sans mauvais jeu de mots apporter un beau coup de crayon dans le combat final de cet arc. Après un combat contre Ener lors du Ragnarok. Alors tenez-vous bien les refs, c'est une théorie peu connue dans la communauté à propos de l'arc de l'île nordique en elle-même et très peu développée, voire pas du tout. Alors vu que j'en suis vraiment convaincu, j'ai fait beaucoup de recherches et je vais y prendre racine pour vous expliquer pourquoi ça arrivera et la dinguerie qui va se dérouler là-bas. Le Ragnarok est dans la mythologie nordique une fin du monde prophétique qui s'illustre à travers une volonté de Loki de détruire Yggdrasil. Sauf que Yggdrasil est réputé pour être indestructible, rien ne peut détruire cet arbre géant. Loki va donc user de sa malice et d'énormes moyens, du genre un gros serpent rouge mythique, entraînant une guerre opposant les géants du royaume de Jotunheim et lui au reste des dieux nordiques. Et d'après les grands schémas d'arc de One Piece, où on a toujours à la fin une énorme guerre et une véritable autodestruction de l'île où on se trouve, l'idée que cette théorie se réalise n'est pas du tout déconnante, elle est même très probable. Surtout qu'Oda nous en a déjà donné les prémices. Tout comme le conte le prétend et comme beaucoup de monde le pense, on sait déjà que Loki sera un antagoniste. On le sait même dès le chapitre 714 où Ashrodin révèle posséder comme rêve de devenir le roi d'Elbaf. Et vous connaissez l'importance des rêves dans One Piece. Et sachant que Loki est justement actuellement le souverain de l'île, pour qu'Ashrodin en devienne le roi, ce dernier devra forcément être détrôné. Et sachant que jamais Luffy n'aidera à détrôner un roi honnête, il y a plus de chances que Loki soit un souverain maléfique qu'un simple dieu. Surtout, je le rappelle, quand on connaît la légende. Ainsi, en prévision du Ragnarok, Oda nous aurait déjà introduit ses acteurs, et ce depuis longtemps, en nous introduisant le dieu Loki, antagoniste, son armée de géants et son serpent rouge géant, ses gros conflits avec les autres dieux, ainsi qu'Yggdrasil qu'il voudrait potentiellement détruire, représenté assurément par l'arbre d'Adam, tout comme Eve étant à 10 000 mètres d'altitude, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui lui aussi, on l'apprend au chapitre 431, censé être indestructible. Encore une fois, tout comme Yggdrasil, tout concorde minutieusement, parfaitement, pour que le Ragnarok se produise. Le plus gros événement mythologique du siècle, qui selon les légendes apparaîtrait tous les millénaires. Et puisqu'on sait qu'Ashrodin sera de la partie, s'il vient bien, faisant partie de la flotte de Luffy, on peut carrément supposer qu'il sera accompagné par le reste d'entre eux, donnant enfin vie au fameux grand incident majeur concernant ce qu'allait vivre Luffy et sa flotte dont parlait le narrateur au chapitre 800. Mais revenons sur Yeux Rouge. Dans mon autre vidéo sur le sujet, je vous ai prouvé qu'Ener se retrouvera lui aussi sur Elbaf en 2024. Mais donc les refs, si Yeux Rouge est actuellement sur Elbaf et qu'Ener arrivera sur Elbaf dans le futur, bah il y aura forcément une confrontation, non? Et oui, exactement, c'est ce que je pense. Et je pense également que c'est Yeux Rouge qui va gagner si jamais il y a un combat. Et je dis pas ça parce que c'est mon personnage préféré. Côté scénario, on l'a vu dans mon ancienne vidéo sur lui et je vous la conseille très fortement. Yeux Rouge est à 100% Bilkan. Et puisqu'on apprend au chapitre 279 que le dieu du tonnerre a détruit sa cité céleste il y a 8 ans de cela avec l'ellipse, déjà ils vont pas se checker en mode hey, t'as détruit mon pays, let's go, bah allons boire un verre. Non, ils ont un passif ensemble. Ener a détruit l'île, donc il y a sûrement eu des tensions entre les deux à l'époque, quoi qu'il se soit passé. Et si jamais il y a une confrontation sur Elbaf, il serait plus intéressant scénaristiquement de parler de cet événement, de révéler ce qu'il s'est passé avec le fameux flashback de Bilka, hop là, une pierre deux coups, et de faire en sorte que Rouge arrive à venger son peuple, ou en tout cas à prendre sa revanche, et ce en vainquant Enelu. De plus, lors de l'entraînement de l'ellipse du moine fou, celui-ci est vu en train d'accoster une île très étrange sous une pluie d'éclairs, et la doyenne en question qui y réside lui a mystérieusement proposé des parapluies pour se protéger de la foudre. Quelqu'un lui dit que... Et je pense pas que ce détail soit insignifiant, je pense même que c'est possiblement un indice. Surtout par rapport à la faiblesse du rouge quant aux éclairs. On l'a déjà vu, il en a peur et ils sont la cause de ces deux seules pertes de sourire de tout le manga. Une faiblesse qui sera sûrement réglée du coup grâce à l'entraînement qu'a subi Yeux Rouge sur cette île pendant l'ellipse. Comme le dit la vieille femme avec le parapluie ou autre chose, lui apprenant à s'immuniser contre la foudre. Et avec ce combat, le dieu de la foudre ne s'étant jamais remis en question jusque-là, risque grâce à cette défaite, mis face à face avec son horrible passé, de mûrir enfin. Et il y a quelques minutes, je vous expliquais où, quand et avec qui le Ragnarok allait se réaliser dans l'œuvre. Loki, les géants, les dieux s'opposant à eux, tout ça. Et bien dans le mythe originel, à la fin, tout le monde meurt.
Voilà, c'est aussi simple que ça d'ailleurs, plus personne ne survit. Et ce, avant la régénération d'Yggdrasil, recréant un monde naturel et tout blanc, prêt à être rebâti. Mais cette réincarnation magique, qui apporte une fin heureuse au conte, elle n'est pas due au hasard. Car en effet, cette fin mythologique, toujours dans le conte, elle est due au sacrifice d'un dieu, Thor. Et vous voyez où je veux en venir. Thor, qui selon la légende, décida de se sacrifier contre le serpent rouge, le Jormungand, pour la survie de ses amis les dieux. Un schéma qui s'appliquerait donc parfaitement à Thor dans One Piece face au fameux serpent rouge en fin d'arc. Ener qui se sacrifie devant tous pour se faire pardonner ses péchés, réalisant directement durant la guerre confrontant les dieux aux géants et aux monstres qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre. Grâce à tout ça, on aurait donc enfin la confirmation de la plus vieille théorie One Piece concernant la mort d'Ener. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une théorie assez répandue qui prouve que tous ceux qui ont osé avoir allumé la cigarette de Sanji dans l'œuvre sont symboliquement destinés à mourir. On l'a vu avec la mort d'Ace, puis la mort de Pedro. Et Ener l'ayant aussi fait durant l'arc Skypiea, le foreshadowing de faire mourir Ener après son grand retour, entraîné notamment par cette malédiction, serait d'un grand bienvenu de la part des vieux fans. Le fameux sacrifice durant le Ragnarok grâce à œil rouge d'Enelu, non pas le moine déchu, mais bien le dieu déchu. Bref, je te laisse avec ça mon ref, j'espère que ça t'a plu. Un grand merci à CyberGhostVPN pour la confiance. Je te laisse comme d'hab cliquer sur les liens en description si t'es intéressé par la réduction des 83% ainsi que pour la garantie des 45 jours satisfaits ou remboursés. Et si tu veux check les conditions pour l'option des 4 mois offerts derrière. Ce qui est quand même une très grosse dinguerie, on va pas se le cacher. Bref mon gars, je te donne rendez-vous à la prochaine pause d'Oda. N'oublie pas de rêver et abonne-toi.